Tout ce qui est un besoin, les gens sont prêts à payer pour. Celui qui va louer son logement principal, il va payer peut-être pour avoir le Wi-Fi dans son immeuble. Ouais, des choses pratiques de la vie en fait, de tous les jours, du quotidien. Parce qu'un changement de locataire, ça coûte de l'argent. Il y a peut-être 1 ou 2 mois de vacances, il faut peut-être faire des travaux. Dans la rentabilité, il y a aussi la pérennité. Offrir quelque chose qui n'est pas rentable tout de suite dans un bail, c'est rentable sur 10 ans. Parce que le locataire ne va pas partir. Je pense sincèrement que le temps, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre de tout le monde. Donc si on peut apporter une solution à quelqu'un et lui faire gagner du temps, il sera prêt à mettre de l'argent là-dedans. On met de l'argent dans des trucs bien plus bêtes pour gagner du temps. Donc si c'est pour optimiser son logement et l'endroit où on vit, oui. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Lindsay Thomas, fondatrice de Enotico. Hello Lindsay. Salut Edouard. Merci beaucoup de faire cet épisode avec moi. Merci à toi. Dans lequel on va parler de... Bon, d'abord, tu vas te présenter un petit peu, mais on va parler d'un sujet qui m'intéresse bien, maintenant, surtout dans le contexte actuel, c'est l'expérience d'un utilisateur dans l'immobilier, l'expérience d'un locataire, plus précisément dans le domaine de l'immobilier, que ce soit de la conception avant projet, donc pour un propriétaire, et pendant la durée de propriété, pour pérenniser les loyers également. Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'expérience et en même temps améliorer la rentabilité. Donc voilà, peut-être présente-toi d'abord au début, et puis ensuite on rentre dans le vif du sujet. Très bien, merci beaucoup. Lindsay Thomas, j'ai fondé Enotico il y a bientôt 2 ans. Moi, je viens du domaine immobilier. J'ai travaillé 20 ans dans des régies, et ça fait 15 ans que je fais de la promotion. Donc que des projets neufs, surtout location. Et j'ai fondé Enotico parce que j'avais un besoin en marketing pour mes promotions, et j'avais de la peine à trouver des agences qui pouvaient répondre à mes besoins en immobilier. Ils me vendaient un peu mon immobilier comme n'importe quel produit. Et pour moi, c'est complètement différent. Et j'avais besoin de quelqu'un qui savait la différence entre mètre cube et mètre carré. Donc, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, je me forme dans le marketing. L'immobilier, je connais. Je me forme dans le marketing. J'ai fait mon brevet. Et maintenant, je fais les deux. Donc, tu as fait le brevet en gérance d'immeuble, c'est ça? Ouais. Et le brevet en marketing? C'était il y a 10 ans, j'ai fait gérant d'immeuble. Ok. Et marketing, j'ai fait il y a 2 ans. Ok. J'ai terminé gérance d'immeuble cette année, moi. Oui, je sais. Avec succès, je crois. T'es experte aux examens. Exactement. Voilà, ouais. okay. Mais on s'est pas vu, mais non, dommage. Je sais que tu as bien réussi. Non, ça s'est bien passé. Non, c'est cool. Ok, parfait. Et du coup, maintenant, alors principalement dans l'activité Enotico, donc tu accompagnes des propriétaires dans la conceptualisation un peu de leur projet, que ce soit la construction ou pendant qu'ils sont propriétaires. Comment ça se passe? Alors, dès qu'il y a un problème, ça veut dire soit ils arrivent pas à louer et je viens après que ce soit construit, soit avant que ce soit construit ou pendant la mise en enquête ou voilà, juste avant le lancement. Donc, je fais la partie marketing, pure marketing, stratégie digitale, tout ça, mais aussi dans le concept d'immeuble. Ok, d'accord, parfait. Si aujourd'hui j'ai un terrain, je suis propriétaire du coup, et je me dis, j'ai la merveilleuse idée de me dire, tiens, avant de mettre un projet à l'enquête, je vais contacter Lindsay qui va faire un concept, un peu monter un concept sur le projet. J'imagine que ça concerne plus les biens immobiliers industriels, commerciaux. C'est là où j'ai le plus de demandes. Ouais. Mais c'est dommage parce qu'on peut faire beaucoup de choses en résidentiel aussi, mais on me contacte beaucoup dans le commercial. Ok, alors commençons avec le commercial, après on peut basculer sur le résidentiel. Moi ça m'intéresse beaucoup le résidentiel parce que d'un point de vue droit du bail c'est beaucoup plus restrictif, au final c'est plus contraignant. Et du coup effectivement il y a peut-être des solutions à trouver sur la pérennité des loyers sur le résidentiel. Mais effectivement je pense que de louer, c'est plus simple de louer évidemment du résidentiel que du commercial. Donc j'arrive à comprendre pourquoi, c'est surtout pour le commercial. Donc si je veux faire un projet commercial ou industriel, je veux dire c'est quoi les étapes un peu? Alors, souvent, on construit, on a un terrain, on peut faire telle chose dessus, on le fait, et après, on contacte le courtier, et on lance la promotion. Ce qu'il y a, c'est que ce qu'on peut faire, c'est chercher avant le locataire, avant même de construire, pour définir sur mesure, parce que chaque entreprise a ses besoins, et chaque région a ses besoins, et aussi, il y a un décalage entre le permis, la construction, et les besoins du marché. Ouais. Donc peut-être que du moment qu'on a eu le permis, le marché il a changé. Donc c'est important de trouver le locataire avant.
Surtout dans l'industriel où c'est très spécifique. Des bureaux, au final, c'est des bureaux de 100, 300 mètres carrés, 5000 mètres carrés, ça reste des bureaux qu'on loue brut en fait. Ouais. L'industriel, c'est vraiment tellement sur mesure qu'il faut trouver avant le locataire, avant de faire quoi que ce soit. Ok, donc on a le terrain, on vient de voir, après tu fais quoi? Alors là, bah, on se met en recherche de locataires, de ce qu'on peut faire. Ouais. Et avec ça, on va chercher des gens qui ne recherchent pas. Ça veut dire qu'on ne va pas mettre une annonce, parce qu'il n'y a rien. Donc, on va aller faire une shortlist de personnes qui pourraient être intéressées par la zone. Quel genre de clientèle on aimerait? Si on aimerait de l'horlogerie, je ne sais pas, une menuiserie, quelque chose de l'artisanal, eh ben, moi, je vais cibler et je vais aller rechercher, faire un listing d'entreprise. Dans ce listing d'entreprise, on cherche les décideurs. Parce qu'on ne peut pas envoyer info à ta menuiserie, un mail pour dire vous cherchez. Donc là, on va cibler le décideur de l'entreprise. Et ça, c'est du travail que je fais en amont. Et après, ben, on communique, on travaille des outils de communication pour aller chercher ces personnes-là. Ok. Donc, après tu les trouves. Et il se passe quoi? Bah là, je mets en contact. Moi, je ne suis pas courtière. Donc, je mets en contact ces gens avec le courtier ou le promoteur, le propriétaire, qui, lui, avec cette shortlist, parce qu'il va prendre un pied 200, qu'on travaille ensemble, lui, va les contacter pour présenter le projet. Et après, faire son travail de courtier. Ok, d'accord. Et toi, à partir de là, tu fais quoi dans le process? Parce que, je veux dire, tu rassembles les locataires, donc peu importe le projet lui-même. Je ne sais pas si on peut prendre un cas concret après, peut-être, hein, c'est peut-être plus simple de s'imaginer. Les locataires sont trouvés. Donc après, toi, ton travail s'arrête là, en fait. Alors, si on a rempli l'immeuble avant, ce qui n'est jamais le cas, on peut remplir 50% d'un immeuble, mais ça permet de construire, de commencer le développement. Donc, on remplit les 50% comme ça. Et l'autre 50%, bah, ce sera du marketing traditionnel, site internet, des brochures ciblées. De nouveau, on refait un listing ciblé sur ce qu'on a comme concept. Voilà. Mais c'est vrai que le commercial, faut des images, il faut quelque chose de sympa à regarder, mais c'est surtout du chiffre, quoi. C'est du rendement. Donc, il faut monter un dossier de rendement pour des investisseurs, ce qui est un petit peu différent qu'une plaquette de vente pour un appartement, quoi. Ouais, donc, c'est ces outils-là qui sont spécifiques qu'il faut développer. Ok. Là, on parle que de la location, juste? Oui, ou vente aussi, c'est pareil. C'est le même processus pour la vente. Ok, d'accord. Les outils sont un peu différents, l'approche est un peu... on parle différemment. On parle plus de rendement que pour un locataire. Bien sûr. Un locataire, on va plus lui parler d'économie d'énergie, de charges qu'il va avoir en moins. Ouais. Mais au final, c'est un peu la même chose. Ok, parfait. Tu as dit avant que c'était un peu, pas frustrant, mais sur le résidentiel, il y a peu de demandes comme ça là, ou moins sur le concept avant de développer. Et c'est quoi les solutions que tu verrais sur le résidentiel? Parce que sur le commercial, du coup, bon, on trouve le locataire avant. Sur le résidentiel, on ne fonctionne pas tellement comme ça. Je sais pas, tu as des exemples concrets avant une mise à l'enquête de qu'est-ce qui pourrait être amené dans une construction? Alors, on parle beaucoup de services. On parle beaucoup de ESG. Et c'est vrai que ce S, personne ne sait quoi en faire. Alors, on se dit, on met des services dans un immeuble. Et puis voilà, comme ça, on a fait le S de ESG. Mais il y a service et service. Il faut vraiment penser en service en plus-value. Et ça se décide aussi avant. Ça veut dire que, par exemple, on peut décider de faire une résidence senior parce qu'il y a un besoin à ce moment-là sur le marché. Et on trouve des services autour. On peut aussi construire l'immeuble de manière à mettre des pièces supplémentaires. Aujourd'hui, louer des mètres carrés, ça coûte cher. Donc, on peut créer des espaces communs. Mais il faut toujours trouver une rentabilité à ça. C'est clair qu'un propriétaire, il fera quelques services sympas pour attirer des locataires, mais il faut mettre en face une rentabilité. Je veux dire, tout le monde est... C'est ça, au final, le nerf de la guerre. Donc, mais ça peut se faire seulement avant. Parce qu'une fois que le permis est déposé, on peut faire des choses, mais on n'a pas les espaces pour. Donc, on doit faire avec l'existant, on est très limité. Ouais. Et c'est pour ça que le faire en amont, c'est comme poser la question à une personne qui travaille dans le marketing, comment est-ce qu'on construit nos appartements à l'intérieur ? On les fait flexibles. Donc, de venir en amont, on peut apporter énormément de choses qu'un architecte ne pourra pas forcément. C'est complémentaire. Qu'est-ce que tu as comme exemple de service, par exemple? Si tu dois comparer le commercial ou l'industriel, ou je ne sais pas s'il y a vraiment des services appropriés ou différents, concrètement du résidentiel, qu'est-ce qu'il y aurait comme service? Alors, pour le résidentiel, on peut faire plein de choses. On peut faire... Alors, un locataire ne va pas payer pour tout. Ouais. Il ne va pas forcément payer pour avoir une salle de fitness dans son immeuble.
Il est content si c'est gratuit puis que c'est dans l'immeuble, mais sinon il va dans sa salle. Ok. Donc il faut aussi faut penser qu'est-ce qui est vraiment une plus-value. Mais par exemple, dans un projet, là, on a fait des chambres d'hôtes. Ça veut dire que sur le palier de chaque étage, il y a une chambre, une pièce, qui est destinée à faire un peu para-hôtellerie. Puis quand vous recevez quelqu'un, vous pouvez, par exemple, ma maman vient me voir, elle vient dans cette chambre d'hôtel au lieu de venir chez moi. Et je loue 50 mètres carrés. Je loue pas un 4 pièces et demi pour pouvoir recevoir mes amis. Donc il y a l'avantage pour le propriétaire parce qu'il a peut-être des pièces qui sont moins rentables dans son immeuble, il ne sait pas quoi en faire. Et moi, je loue moins de mètres carrés. Mais au final, je paye ma chambre d'hôtel, mais elle est dans mon immeuble. Donc il y a des choses comme ça qui sont assez intéressantes, mais il faut que ce soit une plus-value pour le propriétaire au niveau rendement, et il faut que le locataire soit prêt à payer pour. Sinon, ça marche pas. Juste mettre pour mettre, ça marche pas. Il y a des garderies dans les immeubles, ça c'est top. Aussi mixer les seniors avec des jeunes et faire un peu essayer que ce soit complémentaire en fait. Ça marche vraiment, ça? Il y a moi, je l'ai jamais fait, mais je sais qu'en Suisse allemande, on a mis des jeunes dans les étages, les personnes âgées en bas, et puis les personnes âgées s'occupaient des enfants du dessus, et les jeunes, ils allaient faire les courses pour les personnes âgées, ils leur amenaient les courses le soir. Donc il y a des trucs à faire comme ça qui sont chouettes et qui sont communautaires, mais il faut chaque région et chaque projet a ses services. On peut pas dire allez, on met un fitness dans tous nos immeubles. Ça marche pas. Ouais. De ton expérience d'ailleurs par rapport à ces services, parce que j'arrive bien à comprendre moi comment est-ce que dans les résidences un peu haut de gamme ou luxueuses, ou dans les régions un peu plus luxueuses ou plus haut de gamme plus chères, les gens sont prêts à payer, pas n'importe quoi, mais sont prêts à payer beaucoup plus cher si on leur fait des trucs à leur place, quoi. Parce qu'au final, la variable qui gère le plus, qui doivent gérer le plus et le mieux, c'est leur temps, quoi. Donc ils peuvent l'acheter un peu, donc ils sont prêts à l'acheter. Mais est-ce que ça fonctionne aussi dans ton expérience dans des régions qui sont peut-être un peu moins haut de gamme? Alors oui, ils paieront pas le même tarif et ils n'auront pas les mêmes besoins. Mais oui, je pense sincèrement que le temps, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre de tout le monde, quel que soit le budget. Donc si on peut apporter une solution à quelqu'un et lui faire gagner du temps, quel que soit son budget, il sera prêt à mettre de l'argent là-dedans. On met de l'argent dans des trucs bien plus bêtes pour gagner du temps. Donc si c'est pour optimiser son logement et l'endroit où on vit, oui. Mais on fera d'autres choses plus simples. J'en ai parlé souvent des services dans l'immobilier parce que je pense qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, par contre, pour l'investisseur ou pour le propriétaire, que ce soit un fonds, une caisse de pension ou que sais-je, c'est que le droit du bail restreint beaucoup l'évolution des loyers. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut, comme on veut. Mais voilà. Mais par contre, effectivement, on peut rajouter des services dans un bail. Oui. Et est-ce que tu as des exemples concrets ou qu'est-ce qui pourrait être rajouté pour pérenniser des loyers ou augmenter des loyers au fur et à mesure du temps, qui, à la fois, c'est pas pour juste augmenter le loyer, mais c'est pour rendre la vie plus simple du locataire, respectivement pour augmenter le revenu locatif, donc la rentabilité du propriétaire, mais que ce soit du win-win-win, quoi. Mm-hmm. Il y a des bornes de recharge pour véhicules électriques qui se font d'ailleurs. Oui. Des systèmes de buanderie un petit peu connectés, développés. Voilà. Il y a des boîtes aux lettres, avoir des boîtes aux lettres connectées aussi. On peut connecter à son téléphone, de recevoir son colis, ouvrir sa boîte aux lettres. C'est des petits services comme ça tout ce qui est digital, ça marche bien par ça. C'est tout ce qu'on peut faire avec son téléphone à distance quand on n'est pas là, ça marche. Conciergerie, ouvrir sa porte, ouvrir sa porte avec son téléphone. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout ce qui est service pour les enfants, pour les animaux, ça c'est top. Avoir une conciergerie un peu plus, un concierge qui est vraiment, qui peut réceptionner nos paquets, qui peut. Après ça, a un coût, donc on peut pas le mettre partout, la conciergerie de luxe. Mais c'est des services qui peuvent être complémentaires. Ouais. C'est juste que il y a le rendement aussi. Moi, on a parlé beaucoup de rendement, mais de garder son locataire longtemps, c'est rentable. Parce qu'un changement de locataire, ça coûte de l'argent. Il y a peut-être 1 ou 2 mois de vacants. Il faut peut-être faire des travaux. Donc, dans la rentabilité, il y a aussi la pérennité. Donc, offrir quelque chose qui n'est pas rentable tout de suite dans un bail, c'est rentable sur 10 ans. Parce que le locataire ne va pas partir. Ouais, clairement. Parce que quand... en fait, je suis parti à Dubaï juste pendant 48 heures une fois, en allant à l'île Maurice il y a 1 an et demi, 2 ans. Bon, moi, je n'ai pas trop aimé, c'est pas trop mon style. Mais ce que j'ai trouvé incroyable, c'est ce qu'il y a dans les immeubles, quoi. Enfin, les immeubles, c'est pas ce qu'on a ici. C'est pas une habitation, quoi. Dans l'immeuble, tu as tout ce que tu veux. Il y a un spa, il y a un fitness, il y a des gens qui sont à réception. Mais ce que je trouve extrêmement compliqué, c'est que
En Europe, il y a beaucoup moins ça, et c'est pas pour rien. C'est parce que, je veux dire, les gens qui sont là, qui s'occupent de ça, ils gagnent 10 fois ou 30 fois le revenu des gens qui travaillent là-bas. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est vraiment applicable en Europe, respectivement en Suisse, où c'est plus cher de l'Europe? Moi, je pense pas. Je pense pas qu'on puisse... ça vient dans du luxe. Tout ce qui est un besoin, les gens sont prêts à payer pour. Mais tout ce qui est luxueux, c'est une catégorie tellement, comme tu l'as dit, on le fait dans les logements de luxe, dans les chalets en montagne, oui. Mais celui qui va louer son logement principal, je pense pas qu'il va payer pour ça. Il va payer peut-être pour avoir le Wi-Fi dans son immeuble, puis pas avoir besoin de faire sa connexion. Il va peut-être payer pour des choses pratiques de la vie, en fait, de tous les jours, du quotidien. Ça, oui. Mais c'est vrai que Dubaï, c'est notre... Dubaï, je le ferais pour du verbier. Ouais, bien sûr. Ouais. On peut l'appliquer, ça marcherait bien. Ouais. Mais en fait, les charges sont tellement importantes. Rien que mettre une piscine dans un immeuble, c'est pas possible. Ouais, c'est un délire. C'est un gros problème d'ailleurs dans les stations de ski. Mais dès qu'on peut réduire les charges, c'est aussi mettre en parallèle qu'on lui fait économiser de l'argent d'un côté pour qu'il en dépense de l'autre. Donc, s'il est dans un immeuble ultra énergie, ventilé, double fût, tout ça, et qu'il économise, il mettra un peu plus d'argent ailleurs. Donc ça, on le fait maintenant, c'est un peu un standard. On lui met un peu plus de charges. Par exemple, la location de meubles. On peut proposer au locataire de louer ses meubles. Ça, c'est cool, parce que le jour où il déménage, il n'a pas besoin de déménager ses meubles. Il peut les changer quand il veut. C'est des services, c'est un besoin, c'est pratique. Et de toute façon, il doit dépenser de l'argent pour. Donc autant que le propriétaire le lui offre, plutôt qu'il les voir ailleurs. Ouais. Tu m'as parlé d'ailleurs d'un cas concret en off avant sur la location des meubles. Tu peux l'expliquer rapidement Alors, le concept, c'était de mettre à disposition des locataires. On avait un local borgne dans un immeuble. On ne savait pas quoi en faire. Donc, soit on loue en dépôt. Ça marche, mais ce n'est pas très intéressant. Moi, j'avais proposé de mettre des meubles, de faire un partenariat avec un magasin de meubles, pour ne pas payer des meubles toutes les semaines, et qu'il y ait une rotation de meubles. Ça veut dire que d'un coup, tu as un enfant, tu peux aller t'équiper dans cette pièce. Tu loues, par exemple, tu payes 30 francs par mois. Ce mois-ci, tu ne vas pas changer le meuble, mais le mois prochain, tu vas changer. Puis tu vas échanger ta table basse contre une autre, parce que d'un coup, tu as un autre goût, tu as vu un magazine, un truc sympa, ou tu veux un lit plus grand, ou tu veux te faire 2 chambres, un bureau. Tout d'un coup, travailler en office, tu vas vite chercher un bureau. Et c'est pratique. Ça peut être dans ton bail, c'est un service. Et c'est à côté, quoi. Tu n'as pas besoin d'aller chercher. C'est là, c'est tout de suite, c'est immédiat, et ça ne coûte pas très cher, parce qu'on a un partenariat. Donc tout le monde est gagnant. Ouais. D'ailleurs, je suis assez un adepte de ça, de la location, des trucs que j'ai pas besoin, parce que je déteste la possession de ce genre du matériel surtout. Ouais. Je trouve ça insupportable, parce que ça sert à rien. Et après, je t'emmerde tout le temps. Et de toute façon, ça change tellement vite. Donc voilà. Oui. Donc je suis assez un adepte de ça. On a parlé un peu du commercial, du résidentiel, mais il y a aussi le mix des deux. Oui. On n'a pas parlé de ça. C'est les appart-hôtels, les appartements commerciaux. Oui. Je sais pas si tu as déjà fait ça, si tu en as déjà vu. Respectivement, moi j'ai une expérience là-dedans maintenant. Ok. Parce que je loue un appart-hôtel. Donc j'ai plus vraiment de logement depuis que j'ai le bureau à Vevey. Donc c'est-à-dire que j'habite un peu en Valais, j'habite un peu à Vevey, mais je n'ai pas trop de résidence principale. C'est toujours en Valais, mais voilà, j'habite un peu des deux côtés. Et du coup, je loue une espèce de chambre d'hôtel dans un appart-hôtel. C'est pas vraiment un appartement, franchement. C'est petit, quoi. Ouais. Donc ça fait 2 mois que je loue ça. J'ai une expérience de ce truc, c'est extrêmement pratique, hein. Franchement, dans mon cas, je trouve ça incroyable. Difficile pour fonder une famille parce que ça fait genre 19 mètres carrés, donc c'est pas pratique. Mais par contre, je pense que ça règle un vrai problème. En tout cas, dans mon cas, ça règle un vrai problème. C'est quoi ton expérience par rapport à ça? Alors, je te pose juste une question avant. Oui. Est-ce que si tu avais un 4 pièces et demi avec tes enfants, t'aimerais avoir le même concept? Moi, oui. Ouais, clairement. Avec des services, je pense que tu as plein de services inclus dans ton loyer, c'est ça? Ouais, alors vite fait. Je veux dire, justement, c'est un peu c'est un peu la comparaison que je faisais avec Dubaï. C'est que les services que tu as, voilà quoi, de ce que j'ai entendu là-bas. Hein. Moi, j'ai jamais vécu là-bas, mais c'est pas vraiment ça. Je veux dire, il y a quelqu'un qui passe 1 fois par semaine, quoi, en gros. Okay. Mais l'idée d'arriver avec t'as ton code, tu rentres, ouais. Et voilà, t'as pas de meubles, t'as rien, tu penses à rien, quoi. Genre, t'as le shampoing qui est déjà là, tu penses à rien, je trouve ça extraordinaire. Et oui, ça règle un vrai problème. Donc je pense que oui, je pourrais le faire avec un 4,5,
ou un 5,5, mais après, il y a toujours une question de prix. Je pense qu'ici, ça coûte quand même extrêmement cher de faire ça. Je pense que tu fais avec des gros logements. Donc, je ne sais pas si vraiment ça se fait sur du long terme. Il faut trouver le juste équilibre entre service et service, quoi. Il faut quand même avoir un peu plus... Je pense qu'on est une génération où on a besoin que tout soit facile. On a besoin d'avoir tout à disposition. Et si on peut faciliter la vie des gens, moi, je suis la première prête à payer pour ça. Mais je ne vais pas m'endetter pour ça. Donc, il faut trouver ce juste équilibre. Ouais. Mais je pense qu'il y a un vrai truc à faire. Il y a vraiment... Entre le 4 pièces et demi standard qui est vide, il y a à peine un four et un lave-vaisselle, et puis ton logement Dubaï, il y a quelque chose au milieu qu'on peut faire. Ouais. Non, c'est vrai. Du coup, j'ai oublié ta question. Donc ma question c'était, est-ce que tu as déjà commercialisé des immeubles comme cela qu'est-ce qu'on pense un peu d'un point de vue marketing? Alors je l'ai fait pour les logements étudiants. Ok. C'est un peu le même c'est concept. Pas l'hôtellerie. L'hôtellerie, j'ai jamais fait par hôtellerie. Mais logement étudiant, tu leur offres tous les services possibles. Même on avait une collaboratrice qui allait les voir chaque semaine pour leur demander de quoi ils avaient besoin. Elle allait chaque mois les voir, discuter avec les parents. Oui, on les prend en main. C'était vraiment le truc cocooning pour les étudiants. Donc on allait très loin. On organisait aussi des fêtes. C'est une grosse tour et là c'était le top des services. Donc ça c'était une super expérience. Mais c'était ciblé étudiant avec des gros moyens. Et il restait pas très longtemps. C'est vrai que il faut faire attention avec le court terme aussi. C'est vrai que tu es prêt à mettre les moyens. Tu dis pendant 6 mois, j'ai le truc comme toi, c'est provisoire. Tu sais aussi que tu vas pas rester 10 ans dans cette situation. Donc, il faut trouver quelque chose sur le long terme. Mais c'était assez intéressant. Pour les logements étudiants, tu peux faire beaucoup de choses. Ouais. Comment tu vois l'évolution entre quand tu as débuté du coup dans l'immobilier, dans la gérance, l'évolution de l'utilisation du logement? Parce que je trouve que dans un monde qui va extrêmement vite maintenant, où beaucoup de choses bougent, l'immobilier ça va pas si vite que ça. Ça va plutôt lentement. Toi qui es aussi un peu dans cette situation qu'on vit aussi un peu nous, hein, tu as un pied quand même un peu dans le digital, un pied dans l'immobilier. Tu as testé l'immobilier et là tu testes le digital, enfin tu veux dire tu as les deux, tu fais ensemble. Donc c'est un monde qui à la fois va très vite qui est le digital, un monde qui est immobilier qui va beaucoup moins vite et le mélange des deux des fois c'est assez intéressant. Oui. Mais comment tu vois du coup l'évolution de l'utilisation de l'immobilier dans le temps entre quand tu as commencé maintenant et plus tard avec les discussions que tu as, que ce soit du commercial ou du résidentiel? En fait, ces dernières années, ça a tellement évolué par rapport, je fais ça depuis 20 ans. Je peux dire que pendant 15 ans, il ne s'est rien passé. Et tout d'un coup, les 5 dernières années, ça fait passer plus que pendant les 15 ans. Donc, oui, tout le monde veut passer ce cap. Après, le problème qu'on a, en guillemets, c'est pas un problème, c'est cette pénurie de logements. Tant que ça se loue facilement, c'est difficile de mettre les moyens pour faire plus, alors que tu as déjà des super rendements et qu'en 2-2, tu as loué ton appartement. Si tu as un bon produit, au bon prix, au bon endroit. Donc, c'est difficile d'évoluer quand ça marche bien. Souvent, quand tu évolues, c'est quand tu as un problème. Tu es obligé, c'est l'humain qui est comme ça. Donc, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il y en a qui font et que les autres, ils ne veulent pas être à la traîne. Ils ne veulent pas se dire, moi, pour mon image, je veux faire. Moi, je travaille pour beaucoup d'agences, ils me disent, j'ai pas besoin de marketing. Mais je le fais parce que je veux montrer aux autres que je fais tout aussi bien, voire mieux. Donc c'est ça en fait, c'est un peu l'ego. C'est de l'ego. Mais le besoin, il n'est pas forcément là. Il est là quand tu as des gros projets. Si tu as 300, 400, 500 logements, tu vas pas mettre 3 ans pour les louer. Donc là, tu es obligé de faire un peu, te mettre au digital, de faire des choses un peu high-tech, d'aller chercher aussi des jeunes qui recherchent ça. Mais pour tout le reste, tu fais du classique, ça marche. C'est clair. Si on reprend maintenant après la conceptualisation du projet, pour un projet donc de développement, si c'est pour de la location, ou je pense que ça marche un peu pour la vente, mais comment est-ce que ça se communique ça? Comment est-ce que ça se commercialise pour que ça parte vite et ça parte bien? Parce que je trouve assez compliqué toujours de vendre. Moi j'ai plus d'expérience dans la vente, mais la location ça doit être un peu pareil. De louer un truc qui n'existe pas, c'est pas très évident. Ah, c'est sûr qu'il faut faire rêver les gens. Et ça, c'est le plus compliqué. Maintenant, aujourd'hui, on a beaucoup d'outils. C'est vrai que ça a beaucoup changé, où on peut vraiment faire rêver, des fois un peu trop, par rapport à l'existant. Mais ce qu'on peut faire, c'est tout ce qui est réalité virtuelle. Maintenant, avec le MetaQuest, tous ces trucs, on peut faire des trucs. Mais moi, chaque jour, encore ce matin, je parlais avec une personne qui fait du virtuel, mais chaque fois, ils innovent, mais tous les jours, il y a des choses différentes. Donc, vraiment, après, c'est une question de coût aussi. Pour la location, on met moins de budget pour ça.
Mais on parlait des services. C'est difficile de se projeter dans un appartement. Donc, si on les fait rêver avec l'environnement au niveau des services, de ce qu'on apporte en plus, avec un élément qui se différencie des autres immeubles. Parce que entre l'immeuble A qui se commercialise sur plan et l'immeuble B qui se commercialise sur plan à 200 mètres, lequel tu choisis? Quand ils sont existants, c'est facile. Tu vas dedans, tu as le feeling. Et c'est là où tu dois avoir un truc différent dans ton immeuble, où tu dois apporter l'USP de l'immeuble, c'est quoi? Et c'est ça que je travaille en fait avant de commercialiser. C'est quoi qui fait que tu as envie d'aller là-bas? Un appartement, un 4 pièces et demi, un 4 pièces et demi. En plus, ils font toutes les mêmes surfaces maintenant, les mêmes matériaux. On met des cuisines blanches avec un sol gris, on met du parquet, en plus sur plan. Donc, c'est ces services-là qui vont te différencier quand tu dois commercialiser avant que tu aies même fait le trou. Et grâce à ça, on arrive à remplir des immeubles 1 an à l'avance. Donc, le jour de ta livraison d'immeuble, ton immeuble, il est plein. Les gens signent pour 1 an plus tard. Ouais. En location. Ah ouais. Alors moi, j'aime bien le 8 mois, 9 mois, parce qu'1 an, tu as presque des résiliations avant de rentrer dans l'immeuble. Avant que l'immeuble soit fini, tu as déjà des relocations. Ouais. Mais oui, en fait, les gens sont contents d'anticiper, de pouvoir donner leur congé à l'avance. 8 mois, c'est bien. Ok. Mais... Ça veut dire si tu as... Et là, tu parles de quelle envergure de projet? J'imagine que quand c'est un projet un peu plus grand, tu t'y prends encore plus à l'avance. Mais pas forcément, toujours. Ah ouais, toujours 8 mois. Ouais, parce qu'au final, c'est la personne qui pourra... 12 mois, c'est trop pour se projeter. 6 mois, ben, c'est presque un peu juste. Si tu as 300 logements, 6 mois, c'est court. Hein. Ouais. Donc, ouais, pour toute taille de projet. Ok, à peu près 8 mois. Et là, sur le lancement, c'est quoi ton avis? Est-ce que ça vaut la peine de faire un gros lancement qui fait beaucoup de bruit tout de suite? Ou bien il faut y aller petit à petit? Moi, j'aime bien teaser. Ah ouais? J'aime bien faire le suspense un peu. Il va se passer un truc ici, mais vous savez pas quoi. Ça marche. Donc, ouais, des fois, je mets t'as des chronomètres ou bien tu mets. J'ai mis des compteurs en fait sur les panneaux. Puis tous les gens qui passent devant chaque jour, ils voient le compteur. Puis ils se disent, mais il se passe quoi? Ou tu mets J-, il y a quoi? C'est teaser un peu sur un truc, ça j'aime bien. Sinon, ouais, le gros lancement, l'event. Mais après, ça redescend vite. Tu as souvent des events comme ça? Pour les gros projets, ouais. Ah ouais? Mais sur site? Sur site, ouais. Ah ouais, okay, ouais, de faire vraiment un gros événement, puis tu invites les gens clés, ou bien tu fais des avant-premières. Ça, c'est assez cool aussi. Les gens, ils aiment avoir un truc exclusif. Donc, avant de mettre sur le marché, tu fais une avant-première exclusive. Ouais. Tous ceux qui se sont inscrits. Là, j'ai un projet comme ça à Lausanne, où on est en train de prendre les noms, mais c'est vraiment shortlist. Il n'y a pas beaucoup d'appart. Et puis, quand c'est là, c'est chaud, il faut pouvoir signer. Donc, ça marche bien. On veut tous un truc un peu qui n'est pas sur le marché. Il y a un truc qui marche bien, c'est le marketplace de Facebook. Pourquoi? Parce que c'est pas sur HomeGate. Ouais, c'est vrai. Parce que quand c'est sur HomeGate, c'est déjà trop tard, c'est plus exclusif. T'as l'impression que tout le monde l'a vu, que c'est... Faut teaser un peu avant. Ok. C'est incroyable. Et à ces événements-là, les beaux se signent. Les gens signent les beaux. Ou ils sont déjà pré-signés avant. Ah ouais. Ouais. C'est exceptionnel. Donc ça fonctionne vraiment bien. Hein. Faut faire un événement, ouais. Après, pour le commercial aussi, tu utilises des surfaces vides. Parce que souvent, commercial, tu as quand même 50% de l'immeuble qui n'est pas loué avant, quand il est fini. Puis tu as des immenses surfaces brutes. Ouais. Et là, tu en fais des événements cool. Là, je suis en train de vendre un truc, j'espère que ça va se faire. Je veux faire un événement où ils font des... Tu sais, en Belgique, ils ont fait ça, où c'est des immenses surfaces où tu peux faire du roller pendant une nuit. Ouais. Puis tu fais une soirée avec DJ. En fait, c'est des espaces bruts, ils sont là, ils sont vides, faisant un truc de com. Ouais. Puis tu fais juste parler du projet. Parce qu'il y a le fait de toucher ta cible, comme je disais avant, on cible précisément, mais aussi, il faut de la notoriété. Donc, il y a des projets que toi et moi, on connaît, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on sait que ça existe. Et juste parce qu'on en a entendu parler. Donc, il y a les deux axes. Mais faire des événements dans les surfaces brutes, s'il y a des surfaces vides, ça, c'est cool. Ah, c'est exceptionnel. Tu as déjà utilisé les casques pour visiter les apparts une fois quand ils sont pas encore construits? Ouais. Moi, j'avais fait ça dans une transaction en commercialisation avant en vente quand j'étais courtier. Il y avait eu un gros projet dans lequel j'avais participé, et c'était 107 appartements, 108 appartements. Et du coup, sur site, c'était plein d'immeubles comme ça sur un gros terrain. Mm-hmm. On va aller, et sur site, il y avait une agence de com qui avait fait le site internet et une visite 3D avec un casque. Et c'était incroyable parce que du coup, les gens venaient sur place
et je les foutais dehors là sur le terrain. Je disais voilà, maintenant mettez le casque, vous avez faites attention parce qu'il y avait, il y avait un cadre un peu, il fallait pas trop dépasser. Ah oui, Et parce les que mecs ouais, ils rentrent dans l'appart et ils commencent à bouger comme ça, à changer les matériaux et tout. T'as déjà Oui, fait parce ça? que tu peux cliquer comme ça avec ton doigt Ouais. et tu changes la couleur de ton parquet Exactement. ou de ta Ouais. cuisine. C'est Ouais. incroyable. Tu peux aller au deuxième, au troisième, Ouais. tu vois la vue qu'il y a, le vis-à-vis avec les autres immeubles. Ça, c'est de l'expérience client. Ouais. C'est un truc. Même si tu vends pas ou tu loues pas forcément avec ça, tu fais un tel buzz que tu as envie de participer à l'événement. Puis peut-être sur 10 qui sont venus par curiosité, tu en as un qui va t'acheter. Mais ça, c'est génial, ouais. Mais j'ai testé un, mais maintenant, je crois qu'il y a encore une nouvelle version. Justement, je discutais avec ce gars ce matin. Il y a encore une version plus poussée de ça, mais ça change tout le temps. Mais c'est impressionnant. Ouais, Puis tu peux le faire génial. pour l'étranger. Moi, j'utilise ça pour tout ce qui est résidence de luxe en montagne, parce que ils sont à Londres. Puis ils sont dans leur appartement. Alors, tu leur envoies... mais c'est pas mon idée. Je l'ai eu ce matin en discutant avec le gars. Il m'a donné l'idée. Je vais le faire sur un projet. C'est que tu envoies à ton client une boîte avec le casque de MetaQuest. Là. Ouais. Ça coûte 500 francs. Tu lui envoies ça. Tu lui offres. Et lui, dans son salon à Londres, il visite l'appartement qu'a Crans-Montana. Ouais, Et ça, c'est cool. c'est énorme. Ouais. Tu peux pas Ouais, avec c'est une promotion de 500 logements à Crécy, mais, énorme. mais Tu vois. pour un projet de luxe à la montagne, ça peut être cool. Ouais, c'est clair. Est-ce que ça marche encore les brochures? Je sais pas si vous en faites Ouais. encore beaucoup, mais parce que j'ai parlé avec un promoteur. Non, mais je pense à ça parce que j'ai parlé avec un promoteur il y a 10 jours, là, au moment où Ouais. on fait cet épisode. Et je lui disais, mais comment t'as fait? Parce qu'il a fait un projet, une promotion en Valais. Il s'est placé, ok, c'est pas la meilleure région en Valais, mais il a tout vendu sur plan. Et en Valais, c'est pas hyper facile de vendre sur plan, de manière générale, parce que enfin, je veux dire, il y a moins de pénurie de logements que Ouais. à Genève, Canton de Vaud, quoi. Mais pour n'importe quel promoteur, c'est pas facile de vendre sur plan. C'est Tout toujours à un peu fait. compliqué, ça prend du temps. Je veux dire, les gens dans leur tête, quand ils achètent, mais pour dans 2 ans, ils savent pas vraiment ce qu'ils achètent, ils doivent faire confiance au gars, ils savent pas trop qui c'est le gars parce qu'ils sont en contact avec un courtier. Enfin, je veux dire, il y a tellement d'histoires, il y a eu tellement d'histoires et Oui. de combines que voilà. Et il a réussi à tout vendre sur plan. Et il m'a dit, c'est simple, j'ai fait la meilleure brochure que tu as jamais vue de ta vie. Je me dis, putain, mais c'est un bout de papier, quoi. Les Ouais. gens achètent là-dessus. Ça marche encore, ça. Moi, après, c'est... Parce que lui, il avait genre 8 logements. Ouais. Et pour 8 logements, c'est compliqué de faire une 3D avec un masque, un casque. C'est cher, quoi. Ouais. Oui, Donc, alors, ouais. on parle de ça, mais c'est vrai que faut Ouais. avoir le budget. Hein. C'est cher. Pour 100 logements, ça vaut la peine. Pour 8, Oui. c'est cher. C'est clair. Non, alors, la brochure, oui. Parce que la force de la brochure, c'est que quand tu rentres chez toi avec, tu été voir ton courtier, tu la poses sur ta table du salon. Tu vas aller faire à manger, tu la vois. Tu vas te poser, tu la vois. Tu as reçu une brochure, même ou tu as un site internet. Tu vas y aller une fois dessus. Ouais. Puis après, tu passes à autre chose. Ta brochure, elle est là chez toi pendant une semaine avant que tu la jettes. Donc, oui, moi, j'aime bien faire des brochures. Après, j'aime Ok. bien faire une brochure avec d'autres choses dedans que le projet, pour que la personne, elle passe du temps à feuilleter. Comme un magazine, en fait. Mhm. Et si tu parles, par exemple, si tu as un chalet, bah, tu mets des montres dedans, tu mets des meubles, tu mets des ambiances, puis tu le Ouais. fais un peu se projeter, en fait, dans des ambiances intérieures. Parce qu'aussi, il y a beaucoup de gens qui aiment bien les magazines de décoration. Donc, tu fais un peu ça, magazine de déco. Tu peux faire un truc un peu plus, pour qu'ils Ouais. le lisent plusieurs fois. Pas qu'il ait regardé les plans dans la brochure une fois, puis après qu'ils disent non, c'est bon. C'est Donc, smart, ça. un peu plus poussé, quoi. L'expérience de nouveau. Ouais. Mais oui, moi, je crois à fond. Et d'ailleurs, en Valais, tu mets un article dans le Nouvelliste, ça marche. C'est ça. Fribourg, Valais, ils sont encore papier, hein, ils lisent leur Nouvelliste. Ouais. Donc, c'est régional aussi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc c'est quoi, si on résume un peu pour un promoteur qui veut faire la communication de son truc, évidemment il faut qu'il appelle Enotico, mais c'est quoi les outils que tu utilises donc majoritairement? Donc il y a toujours un site internet, je pense. Toujours, ouais. Pour chaque promotion, il y a un site. Oui. Même Ok. de 4-5 logements maintenant, on fait un site. Ah ouais? Oui. Ok, d'accord. Même en location? Ouais. Ah ouais, incroyable. Donc toujours un site internet. Bon, après ça coûterait un site. C'est ça, Ah, c'est pour ça aussi. Plus grand chose, ouais. Mm. Brochure. Pas toujours Partir si de elle combien de biens? Ça dépend, en fait, ça dépend la cible. Typiquement, si j'ai des logements à 1500 francs, je vais faire un petit site pour que la personne elle ait tout en ligne et qu'elle puisse facilement avoir les infos. Ouais. Plutôt que de téléphoner à l'agence pour avoir... mais là, je vais pas faire une brochure. Ouais.
Ok. Ça dépend qui est la cible, à quelle rapidité ça se loue, où ça se vend. Brochure, je fais quand c'est un peu plus haut de gamme. Ok. Quand il y a D'accord. plus de réflexion, tu prends plus le temps. Ouais, Tu ok. dois feuilleter ton truc. Ouais. Ok. Il y a mon 3D, visite virtuelle, Toujours. toujours. Plan 3D aussi, les plans. Plus personne n'a, personne sait lire les plans. Mais Ouais. nous, on est en galère C'est ça. souvent. Donc les plans 3D. Ok. Le casque, à partir de combien de logements faut faire ça? Casque, c'est vite cher. Ouais. Ça dépend tellement du budget. Ça dépend du promoteur. Ouais. Le ok. budget qu'il veut mettre et selon. Parce que c'est aussi de nouveau une question d'image. Qu'est-ce qu'il veut comme expérience client. Donc ça, c'est difficile à dire. Mais je le fais pas souvent, le casque. Ah ouais. Ouais. Bon, c'est vachement cher. Ouais. Les panneaux au bord de la route, là, ça Oui. marche ça? Ouais. Ah ouais? Bah souvent, c'est assez local. Hein. On cible assez local. Donc les Ouais. gens qui passent tous les jours devant pour aller travailler ou comme ça. Après, le panneau, tu peux le mettre ailleurs que devant la prom. Tu mets où? Ah, tu peux le mettre sur. Bah, même, en fait, là, je voyais, il y a une agence qui s'est installée en Valais. Il y a un affichage sur la route. Et de chez moi à ma salle de sport, je l'ai vu 5 fois. Ouais. Donc ça marche. Je sais que cette agence, elle a ouvert. Donc C'est même, on délire. dit. Après, maintenant, la publicité aussi dans la rue, dans les gares, ça coûte beaucoup moins cher qu'avant. Hein. Ah, mais là, tu disais les panneaux au bord de la route. Oui. Et, bah, ok, d'accord. Ouais, je disais dis publicité pas à l'extérieur. installer un panneau. Ah, toi, installer ok. le panneau, oui. Ça, Ok, tu mets tout le temps. ok. Parce que Ah ça, ouais. c'est notoriété pour l'agence, pour le promoteur, pour les entreprises. Donc, Ouais. de toute façon, tu mets un panneau. Ça, ils Ok. veulent tout le temps. Ok, ouais, ça c'est bien. Et puis tu mets toujours un timer maintenant. Non, pas Ouais, toujours. Ok. Non, je change. J'essaie de C'est- trouver un truc un peu ok. différent à chaque fois, Ouais. qui démarque un petit peu. Parce que le panneau classique, il est ennuyant. Donc, Ouais. tu essayes de mettre un truc dans ton panneau qui soit un peu sympa, un Ouais, peu différent. C'est vrai. Donc, j'ai mis le timer, d'autres choses, ouais. Ou bien tu mets juste, comme je disais, J-, avec rien. Des trucs comme ça. Ouais. Ouais. Ok. D'accord. En excellent. fait, les supports, c'est toujours les mêmes. C'est qu'est-ce que tu mets dedans qui est impactant. Mais au final, on fait tous la même chose pour nos promotions. C'est juste quel est le message et qu'est-ce que tu dis dedans. Et qui est-ce que tu cibles. Ouais. Et c'est ça qui fait la différence de ta promotion. Ouais. Moi, je vais toujours proposer des images, mais quelles images? Toujours proposer un panneau, mais tu mets quoi sur ton panneau? Les réseaux sociaux, c'est pareil. On peut tous mettre Ah, j'allais y à venir. louer 15 appartes. Ouais, bah c'est nul, quoi. Et pareil, alors ça se loue et ça se vend vraiment par les réseaux sociaux maintenant. Pas tous les... Moi, je crois beaucoup en Facebook. Ouais. Ouais. Ok, Je sais que c'est ça marrant. fait... Je pense que Bah, tu c'est le l'âge regardes. moyen des utilisateurs de Facebook, c'est un peu plus âgé que TikTok. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, ils sont un peu plus intéressés par C'est l'immobilier. Sauf la location. non, mais sauf la location. Où là, Ouais. bon, la location, ça peut être n'importe qui. Exact. Mais la vente, ouais, si on parle de vente. Bah oui, exactement. Tu cibles plus la tranche 40-60, quoi. Mhm. Mais il y a ce marketplace sur Facebook qui marche super bien, où les gens ils ont l'impression de faire des bonnes affaires et d'avoir directement du propriétaire. Ouais. C'est pas passé par l'agence. C'est Donc ça incroyable. marche. Il y a tous les groupes sur Facebook, cherche appartement à Lausanne. Ouais. Donc là, tu as l'impression de dénicher aussi un truc dans un groupe un peu communautaire, un peu exclusif. Ouais. Donc Facebook, ça marche. Mais maintenant, c'est pas bourré de courtiers, ces trucs. Ces groupes là. Ouais. C'est bourré de courtiers avec des noms et Oui. des pseudonymes. Oui. Enfin, Oui, maintenant c'est devenu moi, un peu. j'ai l'impression quoi. Oui, Alors personnellement, je vais jamais là-dessus. c'est vrai. Parce que Facebook, je sais même pas si j'arrive à me connecter sur Facebook. Je n'utilise pas Facebook. Je vais jamais utiliser. Mais toi qui Mais- vas bientôt chercher un appartement, Ouais, voilà. tu vas aller où? Moi, je fais du off-market, moi. J'appelle Ouais. des confrères. Parce que tu veux de l'exclusivité. C'est pour ça aussi que diffuser partout, ce que je disais, Ouais. faire des avant-premières, des trucs un peu exclus, du bouche à oreille un peu, ça marche peut-être mieux maintenant. Ouais, bah, mais d'où ce que je disais sur l'événement. Tu vois. Est-ce Ouais. que si tu organises un événement, tu grilles pas ton immeuble en disant là, je vais faire venir 1000 personnes, ça va être fou, on va faire du roller dans l'immeuble. Non, parce que tu cibles qui c'est que tu fais venir. Tu fais pas venir tout le monde. Ok. C'est sur invitation. Ok. je vois. Mais réseaux sociaux, ouais, LinkedIn pour louer ou pour vendre, je pense pas que ça marche. C'est de la notoriété pour ton image. Tu veux mettre un truc, bah c'est bien parce qu'on te voit que tu as quelque chose de bien à louer ou à vendre. Et Instagram, j'y crois pas pour louer ou pour vendre. Ok. Donc je pense pas que c'est là où ça t'ennuie plus presque autre chose. Ça t'ennuie en fait quand tu vois ces trucs-là. Tu as envie de te divertir. Je crois pas forcément. Ok. Mais une fois que tu Intéressant. diffuses sur un,
diffuse partout, parce qu'au final, tu changes le format. Puis autant Ouais, avoir bien sûr. une belle visibilité. Ouais, Mais je crois pas que complètement. c'est là où tu trouves vraiment... Ok. Mais c'est mon avis. Je sais qu'il y en a qui aiment bien diffuser partout et puis qui le font systématiquement. Mais il y a d'autres moyens plus forts que ça. Ou tu as vois, un super message. effectivement. Tu vois un peu la mort des portails immobiliers? Parce que tu me l'as jamais mentionné sur tout le long, là. Oui, parce que moi, je Ouais. le fais pas. En fait, c'est parce que les courtiers le font directement. Ouais, On me mandate pas pour ça. Ouais, donc toi, tu C'est- n'utilises jamais ça. Non, Ok. parce qu'ils le font eux direct. Moi, je leur donne les outils pour pouvoir mettre sur les portails. Ok. Mais après, c'est eux qui diffusent. Mm. Après, c'est un débat aujourd'hui parce que c'est cher. Ouais, justement, ça énerve tellement tous les courtiers. Ouais. Enfin, quand je dis courtier, ça peut être mise en valeur aussi, hein, mais Oui. ça énerve tellement tout le monde parce que ça coûte très cher. Aujourd'hui, c'est SMG qui a tout. Mhm. Donc, en gros, c'est eux qui décident. C'est un monopole pur. Hein. Ouais. Donc, en fait, ça commence à énerver absolument tout le monde. Puis chaque année, ils augmentent pas le prix, mais ils changent le système de rémunération. Du coup, si tu calcules, ça augmente de 30%, mais ils augmentent pas, ils changent juste un petit peu le système, la façon de facturer. Mais donc voilà, et chaque année c'est pareil. Et ça rend les gens fous, quoi, pour l'immobilier. Enfin, voilà. Je sais que c'est un vrai... il faut trouver une solution. Parce que ça fonctionne pas. Et au final, même la data, pour finir, tu l'as pas. Ouais. C'est eux qui l'ont. Donc en plus, ils récoltent ta data que toi, tu amènes avec tes objets. Que tu payes pour leur donner. Tu payes, ouais, exactement. Donc il y a quelque chose à faire. Je pense qu'à un moment donné, il faut que... Mais il y avait eu avec immobilier.ch, Ouais. c'était quand même une super initiative, et ça l'est toujours, où c'est accessible, puis que ça a été fait par les professionnels de l'immobilier. Mais j'ai pas de solution là, mais il faut vraiment qu'ils se penchent pour trouver une solution. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais. Bon. Bah, magnifique. Lindsay, merci infiniment pour le partage. Merci à Est-ce qu'il y a toi. un truc qu'on a oublié de dire sur le marketing immobilier, communication immobilière? Non, mais en résumé, c'est juste... faut arrêter de faire du standard, même s'il y a pénurie de logements. Il y a toujours mieux à faire, et pas forcément plus cher. Mais il faut juste s'y prendre un peu en amont et essayer de se différencier avec l'expérience client. C'est vraiment, je pense, la clé. Et aussi pour l'image des agences, des courtiers, même s'il n'y a pas besoin, le faire pour son image, en fait. Et Ouais. voilà, je pense que c'est un peu ça. Mais Ah, merci en tout cas pour l'échange. Merci à toi et à très vite.